Bienvenue à tous pour cette deuxième partie de notre colloque sur la transition. Alors nous avons un très beau programme cet après-midi, un programme avec tout le secteur scolaire, santé mentale, médico-légal. Nous avons aussi la chance d'accueillir des parents et aussi des jeunes. Donc nous nous réjouissons de la qualité des interventions. Alors on va commencer par Monsieur Étienne Joiret, qui est chef de service de l'unité médico-légale au centre hospitalier Jean Titeka et qui va nous parler d'un trajet de transition médico-légale. Alors ce que je vous propose, c'est qu'il n'y ait pas de questions après chaque intervention, mais que tous les intervenants puissent se réunir, un peu comme ce matin, pour ouvrir une discussion aussi bien entre eux qu'avec le public. Merci. Merci Madame la Présidente. Oui, donc je suis effectivement psychologue, coordinateur, pas chef de service, le docteur Piccinine qui est notre chef de service. Et donc je devais faire cette présentation avec Nicolas Mortier qui est coordinateur du CASMUADO, et donc je vous prie d'excuser son absence, il ne va pas plus se libérer. On avait envisagé de pouvoir le faire ensemble sous forme holographique, mais nos moyens techniques ont été retirés rapidement. On nous a informé il y a 2 jours, il y a un groupe qui revient sur la scène, et donc on n'a plus ces moyens techniques. Et donc voilà, on va se débrouiller. Enfin, je vais essayer de représenter au mieux ce qu'ils ont pu mettre en place avec le jeune dont je vais vous parler et qu'on a connu à l'âge de 15 ans. Et donc cette présentation, cette visite clinique sera l'occasion en fait pour nous de nous parler de collaboration intersectorielle inclusive entre donc le centre hospitalier Titeka et les initiatives d'habitation protégée CASMUADO, qui sont un dispositif pilote, comme le sont encore les unités FORCA. Collaboration aussi avec différents services du secteur du handicap, du secteur social, de l'aide à la jeunesse et de la justice, pour un jeune donc, qui a pu traverser cette période de 15 à 23 ans positivement. Ce n'est pas toujours le cas, on n'y arrive pas toujours, et donc on sait qu'on apprend beaucoup des difficultés qu'on rencontre, mais là aussi on apprend de ce qui s'est bien passé. On avait envie de le partager avec vous, et donc on espère que cette vignette clinique pourra être source d'illustrations de bonnes pratiques inspirantes. Et en même temps, ça nous permettra peut-être de pointer ce qui reste problématique ou ce qu'il est devenu depuis plusieurs années, puisque la situation qu'on va présenter date de plus de 10 ans. Et donc, comme le disait Jorge Varouli, ce sera aussi l'occasion de montrer que chaque situation d'un jeune en situation complexe, comme on dit, est une situation politique qui invite à une cohérence et une harmonisation inclusive des pratiques intersectorielle des actions publiques pour proposer en fait une action sociale, protectionnelle, judiciaire congruente. Donc je vais d'abord vous présenter, avant de revenir sur cette vignette clinique, les unités FORCA très rapidement et le service CASMUADO pour pouvoir situer un peu le contexte institutionnel dans lequel on travaille. Donc les unités FORCA existent depuis 2003 et donc depuis 18 ans sont toujours des projets pilotes. Il y en a à Bruxelles, à Titeka et à Area Plus pour les filles, et dans toute la partie, enfin dans toute la Belgique. Donc prioritairement, les unités sont réservées en fait à des jeunes qui sont soit poursuivis pour des faits qualifiés infractions, soit dans des situations de danger qui sont judiciarisées, qui donc sont suivies par les services de protection de la jeunesse, soit qui font l'objet d'une mise en observation suite à l'application de la loi du 26 juin 90. Jusqu'à présent, ces dispositifs sont organisés par zone de cour d'appel. Et donc, il y en a dans différentes cours d'appel. Je vais passer assez vite. Certains services sont organisés pour garçons, comme Titeka, Area Plus pour les filles. En Wallonie, les cyprès, les cactus, c'est mixte. Les mangroves pour garçons à Tournai et la capeline à Mons pour les filles. Alors, ce sont quand même des dispositifs récents. On compte 124 nouveaux lits. Donc, c'est quand même important de souligner que le ministère de la Santé a investi déjà depuis plus de 18 ans. C'est important qu'on est dans une phase de pérennisation et que donc ces dispositifs ont été évalués par le KCE et donc les décisions politiques devront intervenir, on espère, dans les prochains mois pour voir s'ils sont devenus pérennes. Alors la dispersion géographique, je ne vais pas m'y attarder, mais on voit qu'on a des provinces avec les dispositifs sont à Liège, donc sur la grande zone de la cour d'appel de Liège. Plus petite sur le Hainaut, Bruxelles, donc avec les collègues de Kortenberg, donc en région de Bruxelles-Capitale. Et donc, si on reprend les services qui interviennent pour des jeunes francophones, on a donc sur la cour d'appel de Liège les cyprès, les cactus, et des jeunes peuvent venir aussi avec, quand ils ont un dossier fait qualifier infraction mise en observation à Titeka. Cour d'appel de Mons, les mangroves, la capeline,
ainsi qu'à Titequin, et la Cour d'appel de Bruxelles, Titequin et Area Plus pour les filles. Situation complexe, intersectorielle, presque toutes, donc avec des troubles psychiatriques sévères associés très souvent à des troubles du comportement sévère, marqués souvent par des violences graves sur les personnes, de plus en plus, je dirais, depuis quelques années, intrafamiliales, des violences sexuelles, de la délinquance, parfois liée aux troubles psychiques, pas nécessairement, des mises en observation depuis quelques années, question qui est remise en cause un peu par le KCE, des mises en danger, évidemment, avec des comorbidités et aussi des collaborations marquées par l'épuisement des équipes, y compris les nôtres, par rapport à des situations qui sont très lourdes. Et alors, il y a aussi des organisations de time-out. Alors, ce rapport du KCE, je vous donne juste les références. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, mais voilà, c'est un rapport indépendant, il est très documenté. La synthèse fait plus ou moins 80 pages et le document complet 350, je pense. Donc, voilà une référence. Pour le CASMU, donc c'est une structure d'habitation intégrée. Donc concrètement, c'est une équipe de 1,26 équivalents temps plein renforcée par 2 équivalents temps plein de l'hôpital, coordonnée par donc Nicolas, avec le docteur Stéphane De Smet comme psychiatre. Les 2 maisons sont situées à Schaerbeek, proches l'une de l'autre, et d'un appartement dans lequel se trouve l'équipe, et donc à proximité. Il propose une disponibilité de 8h à 19h, avec des permanences sur place et un service de garde le week-end où quelqu'un vient rencontrer les jeunes et ils sont appelables aussi nuit et jour, donc pour les urgences. Voilà, la procédure d'admission se déroule en 3 parties, donc pendant 1 mois maximum, première rencontre avec le coordinateur, puis avec l'équipe et après avec le médecin psychiatre. Et donc ce sont des adolescents de 16 à 23 ans, admis de différents secteurs. Ils ont en commun quand même d'avoir eu ou d'avoir un dossier qui a été judiciarisé, donc ça peut être aussi des post-cures. La durée maximale de séjour est de 3 ans et il n'y a pas une nécessité d'hospitalisation préalable. Et le travail consiste vraiment en soutien éducatif, social intensif, axé sur le quotidien et sur la réinsertion socio-professionnelle, ce que la vignette clinique va quand même bien illustrer. Voilà, alors par rapport aux contacts, vous avez les contacts de Nicolas. Et donc, je vais vous parler maintenant de cette vignette clinique, et donc d'un jeune qu'on va appeler John, qui a 15 ans quand il est présenté au juge de la jeunesse, en fait, qui est saisi donc sur la base de faits qualifiés infraction, donc on disait avant les dossiers 36.4, la loi sur la protection de la jeunesse, donc les faits de violence et incendie volontaire, qui ont entraîné quand même des conséquences très graves pour une exploitation agricole, et donc par là la mort d'un certain nombre d'animaux. Et donc il est placé dans un premier temps en centre fédéral fermé. Et donc on reprend dans les slides l'année 2000, mais voilà, on part de l'année 2000, donc on verra la durée de la prise en charge. Centre fédéral fermé qui donc va s'occuper de lui pendant plusieurs mois. On sait qu'il est le 3e d'une fratrie de 4 enfants. Les parents vivent au Luxembourg dans des conditions socio-économiques très précaires. Ils n'ont plus de domicile, qui a été incendié. Ils résident dans un camping, ils ont le soutien du CPS. Il y a une différence d'âge entre le papa et la maman de plus ou moins 35 ans. Et leur ancienne habitation avait été incendiée plusieurs fois, ils n'ont jamais été indemnisés. On rapporte dans des rapports donc des faits de violence intrafamiliale, de la négligence, ce dont témoigne aussi John. Et donc, on sait simplement que le jeune à Saint-Hubert, je ne me suis pas déjà trompé, ah oui, j'étais un peu trop vite. Donc le placement à Saint-Hubert est compliqué. Il partage un petit peu, il ne fait pas fort confiance à l'équipe, il partage un petit peu ce qu'il vit en famille, mais surtout, il est impressionné par les portes fermées à clé et par la séparation avec ses proches. Les intervenants du centre fédéral fermé donc, notent des difficultés intellectuelles et sociales. Ils soulignent un besoin d'encadrement et de réassurance de John. Et en même temps, on remarque que le séjour était marqué par plusieurs incidents, des altercations verbales avec d'autres jeunes, avec les membres du personnel. Et donc, c'est un rapport qui est adressé au juge qui est relativement demi-teinte. Et donc, sur la base de cette observation, de ce rapport, le jeune est placé en SRJ. Donc, on pense qu'on les appelle autrement maintenant, mais donc les services résidentiels pour jeunes, les anciens IMP. Voilà. Alors, il est placé en SRJ et assez rapidement, c'est compliqué. Les intervenants du SRJ notent des difficultés d'intégration au sein du groupe. Il a un langage très provocateur, agressif. Il y a des altercations physiques, y compris avec les éducateurs.
Ce qui amène l'équipe, puis le SPJ et puis le tribunal à solliciter une hospitalisation en unité Forca. Et donc, il nous est adressé pour une première hospitalisation à l'unité Caribou, constituée en novembre 2000. Alors, on apprend au niveau de sa scolarité qu'il était orienté à l'enseignement spécial après les maternelles pour des difficultés comportementales qui seraient apparues vers l'âge de 2-3 ans. Et il est décrit à ce moment-là comme une boule de nerfs, un enfant caractériel. Il ne possède pas des prérequis pour suivre l'enseignement primaire. Il fait beaucoup de crises de colère, tant vis-à-vis des jeunes que vis-à-vis des adultes, et il éprouve des grosses difficultés de concentration. Il se montre oppositionnel à toutes les activités structurées, sauf les activités de modelage, qui lui plaisent beaucoup. Une fois arrivé en secondaire, il décroche complètement de toute forme d'apprentissage, et malgré son passage en secondaire, il reste analphabète et présente de grosses difficultés en calcul. Il a redoublé plusieurs fois et renvoyé plusieurs fois, et au moment de son hospitalisation, il est de facto inscrit en première secondaire en enseignement spécial. Alors, au sein de l'unité Caribou et de la classe qui est tenue par les enseignants de l'école Robert Dubois, donc l'enseignement de type 5 à l'hôpital, on constate qu'il a de très importantes lacunes scolaires, évidemment, qu'il ne sait ni lire ni écrire et qui ne peut pas non plus calculer, mais toutefois, il est très volontaire et il s'investit vraiment dans les activités avec enthousiasme et il crée un lien très, très positif avec l'enseignante, donc dans un cadre de cours très individualisé. Il fait d'ailleurs des progrès notables et explique en fait que l'école est extrêmement importante pour lui et qu'il veut absolument apprendre à lire et écrire, contrairement à un des membres de sa famille. Alors, on apprend par la suite qu'il a été hospitalisé quelques mois avant son placement à Saint-Hubert. Non, c'est pas Saint-Hubert, c'était centre fédéral fermé, on va dire Everberg. Et donc, c'était blessé, hospitalisé pardon, pour une durée d'1 mois suite à une blessure par balle. Par ailleurs, il ne fume pas et il ne consomme pas de cannabis. Il dit qu'il n'aime pas ça, qu'il n'en fumera jamais. Il n'a pas fait de tentative de suicide et son état à l'admission est le contact est assez facile, assez agréable, il est collaborant, il est demandeur même d'entretien et il partage assez vite ses angoisses. Son discours est assez cohérent, même si on remarque quand même parfois qu'il peut être décousu et que des coqs à l'âne se produisent. Par la suite, on observe une certaine labilité émotionnelle, de même qu'une importante nervosité et une faible tolérance à la frustration. John explique d'importantes angoisses envahissantes de type séparation. Il évoque aussi les conditions très difficiles de vie de ses parents qui envahissent sa vie psychique et qui provoquent des ruminations incessantes. Il a également des angoisses de mort face auxquelles il adopte un discours métaphysique. Il a très peur de prendre les transports en commun. Il fait part d'idées délirantes de type paranoïde et d'allure mystique. On note aussi l'interprétativité d'autres idées délirantes de référence, des idées délirantes de lecture de la pensée. Bref, John a prioritairement besoin de soins pédopsychiatriques en milieu hospitalier. Il montre aussi vis-à-vis des autres jeunes des comportements sexuels inadaptés et tient des propos et des gestes teintés de désinhibition. On voit aussi que son caractère est très influençable et qu'il absorbe comme une éponge l'excitation des autres jeunes, ce qui l'incite d'ailleurs à nous demander de pouvoir bénéficier d'un cadre structuré, cadrant, avec des règles claires. Alors, l'évolution au cours de cette première hospitalisation est relativement rapide. Après quelques mois, on voit qu'il est plus capable d'entrer en relation, qu'il se montre ouvert à la discussion, capable d'intégrer des éléments abordés avec les cliniciens. Il est moins impulsif, il est plus capable d'anticiper et s'appuie sur le dialogue avec ses référents et donc peut anticiper aussi l'apparition de comportements violents. Il continue à montrer un grand intérêt pour l'apprentissage de la lecture et s'investit beaucoup dans les cours individuels. Alors, l'ensemble de ces éléments amène l'équipe à proposer, en concertation avec le SPJ et le tribunal, et le SRJ qui a gardé un lien, d'ailleurs c'était une pratique c'est une convention individuelle qui permettait le maintien d'un lien et la possibilité d'un retour. Donc, après ces quelques mois, il retourne au SRJ et le projet, c'est donc un retour de longue durée avec une réintégration scolaire, un suivi ambulatoire par l'équipe de l'unité de soins et la possibilité d'une réadmission en lit Forca de réadmission en cas de difficulté. Et donc là, on est au mois de mars 2001.
Il retourne au SRJ, mais malheureusement, après quelques jours, l'ensemble des symptômes comportementaux et mentaux réapparaissent, donc très vite et de façon très importante. Il tient des propos à connotation sexuelle avec des enseignantes, il a apparemment un discours teinté de bizarrerie, il se bat avec un autre jeune, il abîme la voiture d'un éducateur, il tente d'incendier une habitation. Et donc l'équipe du SRJ exprime très clairement ses craintes et ses limites et demande son retour à l'hôpital, ce qui est mis en place suite à une audience de cabinet avec le juge de la jeunesse. Étape suivante, donc il revient à l'hôpital pour une deuxième candidature. Et là, on part dans une perspective plus longue, et assez vite d'ailleurs, il nous dit qu'il ne veut pas retourner au SRJ, et donc il s'investit dans les activités, et on observe qu'il reste très demandeur, pour ne pas dire envahissant, dans les demandes d'entretien, de suivi. Il reprend aussi sa scolarité, et ça se remet en place très très rapidement avec la même personne de référence. Son anxiété est relativement diffuse, et reviennent les préoccupations par rapport à la précarité financière de sa famille, l'état de santé de son père d'ailleurs, qui était hospitalisé à ce moment-là. La relation avec sa mère apparaît beaucoup plus compliquée. Même si les parents se montrent présents, le rapport avec la maman est assez difficile, elle le dénigre, elle tient des propos assez critiques. Et les parents, par ailleurs, dénient aussi le comportement de vandalisation et pyromaniaque, et donc ont tendance un peu à nier aussi ses progrès. Il continue à rapporter des angoisses de mort, des cauchemars, des idées délirantes, des plaintes somatiques. Et donc, après un certain temps, je veux dire, à la faveur de l'évolution de la prise en charge et des traitements médicamenteux, son état se stabilise progressivement, il se montre moins désinhibé, il est plus ouvert au recadrage et parvient à mieux structurer ses comportements à l'extérieur du service, au sein du centre d'activité, et par ailleurs commence aussi à s'ouvrir par rapport à ses difficultés dans le contact avec les jeunes filles, avec les femmes. Donc il aborde la question de la sexualité, de ses petites amies, de ses copines, et à faveur de quelques retours au sein de la famille, il rencontre une jeune fille, il en parle avec les soignants, et donc ce travail peut aussi s'amorcer par rapport à son évolution sexo-affective. Après presque 2 ans, on observe une régression puis une disparition des manifestations, des symptômes. La question des passages à l'acte a pu être travaillée. Il parvient à mieux gérer les frustrations, il se montre moins influençable. Il gère beaucoup mieux sa vie affective et sexuelle. Et les apprentissages scolaires, éducatifs se poursuivent, et donc on entre dans une phase de construction de projet. Il participe aussi à diverses activités avec l'AMO Samarcande, par exemple, dans le fond de l'escalade, la réalisation, distribution de repas pour des sans-abri, des émissions radio. Bref, il s'ouvre de plus en plus sur la réalité hors hôpital, on va dire, et donc demande à pouvoir vivre en autonomie. C'est vrai qu'on arrive aussi à l'approche de ses 18 ans à ce moment-là, et que donc la question du retour en famille étant pas du tout envisageable, on n'a pas d'autre piste qu'une mise en autonomie. Et donc des services sont contactés, la Traversière à Nivelles, les Sentiers de la Varap, donc Traversière santé mentale, Sentiers de la Varap, aide à la jeunesse, les procédures d'admission se mettent en place, tout se passe très bien, de façon très constructive, et finalement il choisit d'être orienté à la Varap. Et là, on est au mois de février 2003. Et donc, il vit quelques mois dans un appartement. Et malheureusement, à un moment donné, il y a une décompensation sur un mode plutôt anxieux-dépressif. Il partage néanmoins très très vite ses inquiétudes, ses angoisses auprès de ses référents et de l'équipe qu'il suit à distance, donc de l'hôpital. Et donc, on décide, en concertation de nouveau avec le juge qui a prolongé les mesures par audience publique, donc prolongation jusqu'à l'âge de 20 ans, une réintégration à l'hôpital qui ne dure que quelques semaines. Et donc il revient à l'unité Caribou avec un autre projet qui est celui d'intégrer les habitations Casmuado, structure qu'il intègre finalement en juin 2003, après 3 années de prise en charge globale, intersectorielle, et financièrement consolidée via des placements avec frais et l'intervention donc du tribunal.
Alors, au mois de juin 2003, finalement, la procédure d'admission au CASMU aboutit. Et l'équipe remarque pendant les entretiens de candidature que le jeune est assez méfiant, qui craint l'image qu'il peut renvoyer, puisqu'il vient de psychiatrie. Il veut être normal, c'est-à-dire avoir un travail, un lieu de vie dans sa région, une femme, des enfants, une voiture et un chien. Il nous annonce aussi d'emblée, l'équipe, qu'il ne restera que 2-3 mois pour pouvoir arriver à un autre projet d'autonomie. Et donc, la prise en charge, va être scandée par les audiences régulières tous les 3 mois au tribunal avec production de rapports et associant le jeune, ses proches, son avocat, évidemment, comme chaque fois. Et donc, de 3 mois en 3 mois, la prise en charge se poursuit avec aussi le soutien d'une équipe mobile qui est mandatée et qui le voit, il est vu par une psychologue et par un médecin psychiatre. Dès le départ, donc au CASMU, il se montre très actif, sollicite beaucoup l'équipe. Il rappelle toujours qu'il ne va pas rester très longtemps et donc demande à pouvoir construire un projet de réinsertion professionnelle. Il multiplie avec l'équipe les sollicitations auprès de plusieurs employeurs, mais assez vite déçu, mais tout en étant lucide. Et finalement, il décide d'entreprendre diverses formations auprès d'organismes de proximité, donc une formation paveur, une formation guide nature, une autre formation entretien des parcs, une autre réparateur de vélo. Et en même temps, parallèlement, il poursuit les cours d'alphabétisation avec les enseignants de l'école Robert Dubois. Parallèlement à toutes ces occupations, donc, l'équipe fait un gros travail d'apprentissage de la gestion budgétaire et il fait d'énormes progrès parce qu'il y a beaucoup de difficultés à gérer son budget. Et il poursuit ces formations qui, malheureusement, aucune d'entre elles ne sera menée à son terme. Alors, durant ces temps libres, il a des activités citoyennes bénévoles, ça lui permet d'étoffer son réseau et c'est l'occasion de rencontrer une jeune fille avec laquelle il se mettra en couple. Sur le plan psychologique, on va dire, durant la prise en charge, il continue à solliciter les entretiens, il s'adresse à ses référents, il évoque les troubles dont il souffre, les soins nécessaires, sa médication, et l'équipe fait un travail de liaison avec son médecin psychiatre extérieur, auquel il ne se confie pas beaucoup, et puis progressivement, il parvient à lui faire confiance. Et donc, la relation avec son médecin permet aussi d'adapter son traitement médicamenteux qui lui convient et qui est d'ailleurs toujours aujourd'hui le même. Alors, avec l'équipe, un peu comme à l'hôpital et comme au cours des 2 hospitalisations, il demande toujours qu'il y a, dans une position paradoxale, demandant un cadre strict et en même temps remettant tout le temps en question ce même cadre, que ce soit en entretien ou par rapport aux règles de vie communes dans les habitations. Avec sa famille, il y a une certaine distance qui s'est installée et progressivement, finalement, il arrive à l'âge de 20 ans et envisage une autonomie directe, en habitation autonome. Et donc, on est là en octobre 2004, après 2 ans de prise en charge. Voilà, donc octobre 2004, je vois que ça ne correspond pas au slide, ça c'est embêtant. Mais donc, il annonce son désir, c'est la difficulté d'anonymiser les situations, parfois il y a un peu de confusion. Et donc, il annonce son désir de partir, ça se met en place avec le soutien du tribunal qui accepte l'audience publique. Finalement, on n'a pas amené de procédure de dessaisissement, il a été soutenu, il n'y a pas de difficultés majeures, il a un soutien d'un service social d'accompagnement, il est orienté vers un autre psychiatre de sa région, et les choses se mettent en place assez facilement. Et donc, on arrive à un moment qu'on a appelé un peu le service après-vente, en référence à un concept avancé par Siggy Hirsch. Donc, service après-vente, c'est-à-dire que John, en fait, continue à s'adresser à l'équipe après son départ et demande à être suivi très régulièrement, à maintenir le contact. Il veut rendre des comptes sur sa vie personnelle, sur ses relations avec son ami. Et finalement, ça fait une dizaine d'années que l'équipe continue à le suivre sur le même mode, parce qu'il demande en plus que ce soit pérenne et qu'il puisse revenir un peu quand il veut, quand il en a besoin. Actuellement, il vit dans une maison dont il est propriétaire, avec sa femme, ses enfants. Il a multiplié les petits boulots pour faire vivre sa famille pendant plusieurs années
Et puis il travaille maintenant de façon tout à fait stable comme magasinier dans une grande surface. Et comme il l'a fait remarquer à l'équipe récemment, il ne manque plus que son chien. Alors, on a choisi cette situation évidemment parce qu'elle permet d'illustrer une vision intégrée, articulée de l'aide et des soins en santé mentale, qui démarre dans un cadre judiciaire par l'intervention du juge et du service de protection judiciaire, cadre judiciaire qui permet en fait la définition d'un cadre protectionnel qui est contenant, sécurisant, évolutif, qui permet chaque fois de rediscuter les modalités de la prise en charge, et ça en fonction de l'intérêt du jeune. C'est un cadre qui prévoit éventuellement une intervention sociale subsidiée, donc on parle du placement avec frais, ce qui n'est plus le cas maintenant, sauf dans certaines situations particulières, lorsque les jeunes sont placés dans le secteur de l'aide à la jeunesse. Et donc, ça a permis évidemment de pouvoir rassurer, je veux dire, une prise en charge de longue durée pour un jeune dont la famille n'avait aucune ressource, était incapable déjà elle-même de pouvoir subvenir à ses besoins et rencontrer les difficultés. Et donc, en termes de recommandations, c'est pour insister sur l'importance d'une définition et d'une action politique concertée, coordonnée, pour soutenir les frais que certaines familles ne peuvent engager, éviter par là une aide sociale à plusieurs vitesses, qui est déjà en fait facteur supplémentaire d'exclusion sociale. Alors, le cadre judiciaire, mais ça peut être un autre cadre, puisqu'il y en a d'autres, et notamment avec les cas de concertation intersectorielle qu'on connaît maintenant dans le cadre de la nouvelle politique. Mais ce cadre judiciaire a permis de développer des collaborations vraiment articulées, partant du respect des rôles et des fonctions de chacun, de chaque secteur. Et donc, dans une logique de relais constructif, où on essaye évidemment d'anticiper les difficultés et de trouver les solutions. Alors, on n'en a pas parlé ce matin, mais donc Véronique avait évoqué toutes les initiatives qui se prennent par rapport à ce groupe cible 16-23. J'en profite avec l'accord de Marie Tonneau pour indiquer qu'il y a un groupe de travail qui s'est mis en place aussi à l'initiative de Madame la ministre Glatini de la Jeunesse et qui réfléchit justement à ces questions de transversalité et qui va mettre en place des ateliers prochainement. Donc beaucoup d'entre vous vont être sans doute sollicités pour participer à ces ateliers. Il y aura notamment un atelier sur le groupe 16-23. Et donc, voilà, c'est une très bonne initiative et qui va permettre aussi peut-être de dépasser des difficultés plus structurelles, puisqu'il y aura un volet sur l'harmonisation des législations et des réglementations. Ce groupe s'appelle Intersectorialité, jeunes à la croisée des secteurs. Voilà, groupe qui est soutenu d'ailleurs aussi, il faut le dire, par toutes les entités fédérales et fédérées. Et donc, il y a vraiment une conjonction d'engagement, de dynamique très très positive. Alors, par rapport à la situation de John, on peut dire qu'effectivement, il a pu s'appuyer sur ses ressources et sur celles de son environnement, sur le système thérapeutique, mais il a aussi démontré, et c'est peut-être la conclusion la plus importante, que grâce au soutien de ce dispositif et du service après-vente, qu'il a un réel souci du bien-être, le sien, mais aussi celui de sa famille, de ses enfants, et qui, par là, il a pu rompre la transmission générationnelle de la négligence et de la maltraitance. Et donc, peut-être qu'en termes d'objectifs, c'est finalement un des objectifs prioritaires qu'on pourrait identifier dans une collaboration intersectorielle inclusive, c'est de pouvoir accompagner ces jeunes par rapport à leur parentalité, en essayant un peu de dépasser les clivages, les difficultés, les conflits, les tensions qu'on peut avoir entre les secteurs, et donc avec cet objectif ultime qui finalement, dans ce cas-ci, est arrivé, même si on n'arrive pas tout le temps, en tout cas. John lui a pu le démontrer. Voilà, je vous remercie pour votre attention.